Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de la saison 3, le 5e plus exactement. Et j'ai la chance aujourd'hui d'aller dans les locaux de la marque Compex, une marque suisse que certainement beaucoup de sportifs connaissent, mais qui est aussi utilisée par des professionnels de santé, des athlètes, des sportifs amateurs aussi. Et j'ai la chance d'accueillir Caroline Dupuis, qui est directrice marketing et communication de la marque Compex. Bonjour Caroline. Bonjour Sébastien, merci de me recevoir. C'est avec grand plaisir que je t'accueille sur l'émission Parlons de votre mental. Pour une fois, on va pas aller interviewer des athlètes de chez la marque Compex. J'en avais fait quelques-uns, notamment je pense à Sissi Cusso et Lara Grandjean. Mais là, on va venir un petit peu explorer tes qualités mentales à toi pour être directrice marketing et communication d'une grande marque. Très bien. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu et comme ça, dire pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas éventuellement la marque Compex, dire un petit peu qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce qu'elle fait cette marque-là? D'accord. Alors, je peux me présenter d'abord. Donc, effectivement, je m'appelle Caroline Dupuis. Oui, désolée, la prononciation, c'est Dupuis. C'est un nom landais. Hein. Voilà. Je suis responsable marketing pour la marque Compex depuis bientôt 14 ans. Avant cela, j'étais responsable marketing pour la marque Polar pendant aussi de longues années. Donc, j'ai plus de 25 ans d'expérience de marque de sport à mon actif. Donc, je peux dire que c'est un milieu que je connais plutôt pas mal. Donc, pourquoi avoir rejoint la marque Compex? C'est des jeux de fusion, acquisition, déménagement. En fait, je me suis retrouvée donc à rentrer pour travailler auprès de cette grande marque, cette belle marque, qui effectivement est originaire de Suisse. D'ailleurs, notre recherche et développement est toujours basée en Suisse, avec une équipe de plus de 20 ingénieurs qui travaillent sur les produits de demain pour l'électrostimulation. À savoir que ce sont des produits qui sont utilisés aussi bien par les professionnels de santé, à savoir les kinés dans le monde de la rééducation. Donc, vous savez, quand vous faites une blessure, que vous soyez sportif de haut niveau ou monsieur ou madame tout le monde qui se fait une entorse ou une rupture des ligaments ou autre, souvent après vous allez chez votre kiné et c'est là que vous faites connaissance avec votre premier complexe. Vous n'en gardez pas toujours un super souvenir, pour être honnête, parce que le kiné doit s'en servir, d'accord, pour soulager les douleurs, mais aussi pour vous faire travailler vos muscles en profondeur, donc en envoyant donc des impulsions électriques et qui vont déclencher de belles contractions bien puissantes et qui vont pas vous faire mal, mais recruter votre muscle en profondeur et donc vous laisser une sensation forcément de confort. Donc voilà, et ensuite donc ces produits qui marchent bien donc pour reconstruire justement de la masse musculaire marchent très bien aussi pour la développer. D'où maintenant l'intérêt pour les sportifs, que ce soit des sportifs débutants ou un sportif qui veut courir son premier marathon ou qui en est à son 5e triathlon, va pouvoir développer des qualités musculaires, d'explosivité, d'endurance, de résistance, de force, en incorporant donc les produits Compex dans sa phase de préparation physique. Donc, on nous connaît aussi beaucoup pour la récupération. Donc, c'est aussi ce qui ressort beaucoup de nos produits. Donc, ce sont les programmes de récupération où on va se servir de Compex beaucoup sur les jambes
pour créer une sensation de massage comme un kiné vous le ferait, donc pour évacuer en fait tous les déchets musculaires après un effort sportif un peu conséquent. Et ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, pour tout l'aspect antidouleur, donc douleur musculaire, mais aussi articulaire ou tendineuse. Alors, on va pas guérir, hein. Malheureusement, ça ne guérit pas, ça saurait si c'était la solution miracle, mais on va pouvoir accélérer les processus de guérison et surtout aussi masquer des douleurs en évitant la prise médicamenteuse dans certains cas et donc toutes les conséquences qui peuvent être liées à la prise de médicaments sur une longue période. Se servir de son complexe aussi peut être une solution alternative très intéressante. Bon, tu nous as dressé un tableau très, très complet, du coup, en tout cas, des produits complexes que j'ai eu, moi, la chance déjà d'utiliser. Et je trouvais ça chouette. Et puis, c'est une marque qui est très innovante. Vous sortez régulièrement des nouveaux produits. Toujours, toujours top de pouvoir les utiliser. Mais bon, on est là pour parler de toi. Oui. Alors, on va commencer. Déjà, le podcast, je sais pas si tu sais un petit peu, mais on commence toujours par une sorte de petit portrait chinois pour un petit peu situer notre invité. Et donc, c'est quelques questions très simples pour savoir un peu tes goûts, tes couleurs, ce que tu aimes. D'accord, ok, très bien. Ok, alors si tu es prête, on commence. Ok. Alors, Caroline, si tu étais une couleur, quelle couleur serais-tu et pourquoi? Le bleu, c'est ma couleur préférée, effectivement. Est-ce que c'est aussi parce que j'ai la chance d'habiter en bord de mer et que j'allais me promener souvent en bord de l'océan et de voir tout ce bleu à proximité? Mais oui, le bleu, c'est décidément ma couleur préférée. Oui. Si tu étais un livre, quel livre serais-tu? Alors, mon livre préféré que j'ai découvert à l'adolescence et que je relis régulièrement, c'est La Nuit des temps de Barjavel. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué et que j'amènerais partout avec moi si je n'avais que ce livre à amener et que j'aurais toujours plaisir à relire. Le moment de la journée que tu préfères? Pas le réveil parce que je suis pas trop du matin. Je préfère le soir, la soirée, le dîner du soir, quand j'ai la chance de le partager avec ma famille. C'est le moment où on se retrouve tous pour discuter de notre journée et parler des bons et des mauvais moments de la journée. Ta principale caractéristique en termes de qualité? Enfin, en fait, ta qualité principale, quoi. Ma qualité principale, waouh, c'est dur ça. Ma qualité principale, peut-être la confiance en moi, parce que je pense que ça vient de l'expérience aussi, et c'est quelque chose qu'on acquiert justement avec l'expérience, avec la façon dont on s'est construit. Donc, la confiance en moi, confiance en mes capacités. Si tu étais une citation, quelle citation serais-tu? Ouh là là, une citation comme ça de but en blanc, ouais, c'est raide. Là, je sèche là, de but en blanc comme ça. Si il y en a une qui te vient après, tu pourras nous la donner. Ouais. Ça, ouais. Pas de problème. Quel est ton trait de caractère principal? La curiosité. Toujours curieuse de découvrir de nouvelles choses. Si tu étais une musique, quelle musique serais-tu? Alors, certainement une musique classique. Une musique classique. Après, en particulier, je pourrais te citer plein de choses, mais peut-être dans les 4 saisons de Vivaldi, le printemps, voilà, quelque chose de reposant, mais de quand même jovial. Est-ce qu'il t'arrive d'écouter des podcasts? Oui, j'écoute certains podcasts. Donc, si tu étais un podcast, quel podcast serais-tu? Waouh, quel podcast je serais? Alors, je peux te citer ceux que j'écoute, mais je ne suis pas sûre que je vais pouvoir me faire un parallèle avec moi en direct. J'écoute. Alors, quel est ton podcast préféré, du coup? J'aime beaucoup Guerre de Business comme podcast. Voilà. Et j'écoute aussi, c'est mon péché mignon, j'écoute beaucoup On te la raconte aussi. J'aime beaucoup les séries policières. Ok. Et tu connaissais pas le podcast Parlons de votre mental? Et non, pas encore, mais je vais le découvrir, en écouter des épisodes sans aucun problème. Il y a des épisodes avec Sissi et Lara qui sont géniales dans la deuxième saison, qui sont chouettes. Allez, la dernière. Si tu étais un sport, quel sport serais-tu?
Je serai un sport équestre, le concours complet d'équitation. Et on revient sur celle où tu calais un petit peu, la citation. Ouais, Est-ce qu'elle est revenue depuis? Que tu as une non, citation qui elle n'est pas revenue, mais ce serait certainement quelque chose sur le bonheur ou sur, ouais, certainement en lien avec le bonheur et sur de prendre la vie comme elle vient, parce qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut savoir en profiter. Ouais. Ok, bah, c'est une belle citation. Ok, alors merci beaucoup pour ce petit portrait chinois. Là, on va revenir un petit peu sur ton parcours déjà. Est-ce que tu pourrais, de manière, alors je sais que tu as un sacré parcours, du coup, de manière un petit peu synthétique, est-ce que tu pourrais nous le retracer un petit peu? Oui, tout à fait. Mon parcours, bon, si on remonte, on va remonter à l'école maternelle quand même. J'ai eu un bac S, alors bon, les jeunes générations ne savent plus ce que c'est qu'un bac S, hein, donc maintenant c'est les options, voilà, les enfants qui sont en âge d'être en terminale, donc c'est un bac scientifique. Suite à ça, j'ai fait une prépa qui s'appelait prépa HEC à l'époque, qui maintenant s'appelle les prépa ECS pour les grandes écoles. Suite à ça, donc j'ai passé des concours et j'ai atterri en école supérieure de commerce à Tours. Alors pourquoi Tours? Parce qu'il y avait une option sur l'ouverture sur le Japon. Et depuis mes années adolescentes, j'ai toujours rêvé de partir au Japon et d'en savoir plus sur le Japon. Donc j'étais très intéressée par ce pays, très fascinée. Et dans mon parcours étudiant, j'ai eu la chance de partir vivre un an au Japon. Donc en année, à l'époque on disait sabbatique, maintenant on dit de césure, c'est plus chic, hein, ça fait peut-être un peu moins branleur entre guillemets. Mais c'était pas de tout repos puisque quand je suis arrivée au Japon, j'ai été directement dans une université immergée en cours en japonais toute la journée avec un an de cours de japonais derrière moi et c'était juste waouh, la une découverte énorme d'un pays où en fait on n'a aucun repère avec ce qu'on connaît. Donc ça a été une année fantastique. Bon, après, avec ses hauts et ses bas, parce que j'étais au Japon en 96 lors du tremblement de terre à Kyoto. Donc, j'étais à Kyoto, donc, enfin à Kobe pour être précis. Et donc, j'ai vécu un vrai tremblement de terre. Donc, c'est là où tu te dis, waouh, on est vraiment peu de choses sur Terre et que ça peut basculer facilement. Et c'est là où tu te dis, oui, il faut savoir profiter des choses du quotidien parce que ta vie peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est la seule fois de ma vie où j'ai eu vraiment peur de mourir, quoi. Je pensais que ça serait fini pour moi. Donc, ensuite, je suis revenue en France et puis j'ai fait mon stage de fin d'études dans une entreprise donc sur le Pays Basque, une entreprise qui n'avait rien à voir avec le milieu du sport, une entreprise de puériculture et je suis restée en fait au Pays Basque parce que je suis tombée amoureuse de ce beau pays et je suis rentrée chez Polar et puis par la suite chez Compex. Voilà, et donc j'ai fait ma vie au Pays Basque. J'ai rencontré aussi mon mari et j'ai eu mes enfants au Pays Basque, ce qui fait que je suis restée dans ce beau pays en ayant la chance quand même de pouvoir travailler dans une entreprise du sport et ma seconde expérience et de pouvoir continuer lors de ma troisième expérience toujours dans une entreprise du sport. C'est vrai que c'est un milieu qui est extraordinaire où les codes, j'adore les codes parce que c'est peut-être moins on rencontre beaucoup plus de passionnés, je pense, dans le milieu du sport qu'on peut le rencontrer dans d'autres industries. Parce que c'est vrai que le sport, on le pratique et on en parle toute la journée. Et on essaie de le faire vivre aussi donc par notre métier. Donc, c'est quand même assez génial. Je ne sais pas s'il y a d'autres métiers où on a la capacité de pouvoir allier son quotidien avec professionnel avec son quotidien personnel et ses passions. C'est vrai que le sport, c'est vrai que ça permet vraiment c'est souvent des sports passion. Ok. Alors, ton parcours, il t'inspire quoi ce jour? Moi, j'estime avoir eu beaucoup de chance, en fait, dans mon parcours. Beaucoup de chance parce que j'ai fait des très belles rencontres aussi, parce que comme je disais, dans le milieu du sport, c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer un grand nombre de sportifs, de tous sports confondus. Là, on parlait des athlètes qui nous accompagnent aujourd'hui, comme Sylvain Cussot ou comme Lara Grangeon, mais j'ai eu aussi la chance de travailler avec un Kylian Jornet, d'aller sur son terrain de jeu chez lui avec
avec sa compagne d'alors qui est devenue donc sa femme, avec qui il a fondé son foyer. J'ai eu la chance de travailler avec des handballeurs professionnels comme Jackson Richardson, donc de fréquenter un très grand nombre de sportifs, des équipes cyclistes, et cette partie-là, c'est juste génial de ce côté-là. Après, le marketing, comme je l'ai appris à l'école et le marketing que je pratique aujourd'hui, il y a un fossé. Moi, quand j'étais diplômée, lorsque j'étais en école de commerce, les premiers ordinateurs portables commençaient à devenir pas monnaie courante, mais on est les premiers étudiants qui avaient la chance de pouvoir s'en acheter un. C'était l'investissement, enfin, pas de l'année, mais pas loin. Moi, j'avais acheté mon Compaq, ça s'appelait Compaq. Je l'avais acheté 20 000 francs, donc 3 000 euros. Si on le rapporte aujourd'hui, je ne sais pas combien ça coûterait en euros, hein, si on met l'inflation, tout ce qui va autour. Voilà, donc c'était portable en noir et blanc, hein, aussi, il n'y avait pas la couleur, et on apprenait à programmer. Et aujourd'hui, on travaille avec des intelligences artificielles. Voilà, donc moi j'ai dû pendant toute ma carrière me mettre à jour, apprendre beaucoup sur mon métier, apprendre beaucoup des nouvelles technologies pour être toujours capable d'exercer mon métier. Donc c'est un métier qui est en renouvellement constant, hein, en évolution constante, et donc c'est ce qui en fait aussi la richesse, hein. C'est vrai que il y a 20 ans, on faisait de la publicité dans les magazines, la télévision, et maintenant on fait de la publicité qui n'a plus rien à voir, hein. Enfin, voilà, on n'achète pas de la même façon, on ne fait pas de la même façon, même si les centres d'intérêt sont les mêmes pour les pratiquants. Leur façon de consommer du média, de la presse, est complètement différente. Donc on a dû se réadapter en permanence, quoi. Effectivement, ouais, on est beaucoup dans une ère de digitalisation. Oui, tout à fait. Il y a pas que ça. C'est vrai il y avait beaucoup de salons du sport aussi auparavant. Donc c'est vrai que voilà, il y avait beaucoup plus de rassemblements. Aujourd'hui, les salons du sport, oui, il y a beaucoup d'événements sportifs, hein, sur lesquels on est présent pour faire montrer nos produits, pour montrer que nos produits fonctionnent, nos technologies et autres. Mais ça évolue aussi énormément. Les gens sont de plus en plus en veulent de plus en plus pour leur argent aussi, hein. Donc, quand ils viennent nous voir, il faut qu'ils en aient pour leur argent. Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolution. Effectivement. De quoi tu es le plus satisfaite avec le recul? Je pense de tout ce que j'ai pu construire en termes d'équipe, de personnes, donc de collaborateurs qui m'entourent. C'est aussi très important, hein, tu ne travailles pas tout seul, que ce soit tes collaborateurs proches ou les équipes de vente avec lesquelles tu travailles, ou effectivement les partenariats que tu mets en place avec des fédérations, des athlètes ou des agences de com. Voilà, c'est plus tout cet aspect humain, en fait, des rencontres que tu fais au quotidien dans ton travail. Si je te dis la phrase rendre possible l'impossible, est-ce qu'elle fait écho à ton parcours? Oui, enfin c'est un peu un peu pompeux et non, c'est se donner les moyens en fait de progresser et d'atteindre ses objectifs au quotidien, hein. Parce que c'est pas rien n'est impossible en fait, hein. C'est juste de se donner les moyens d'y arriver, quoi, de s'entourer des bonnes personnes, des bonnes technologies, voilà, surtout toujours se remettre en question, en cause. C'est vrai que moi, j'ai 50 ans. Je travaille avec des petits jeunes qui ont 25 ans, ou 27 ans, qui arrivent avec leur bagage, effectivement, qui sortent de l'école, qui savent tout, enfin, parce qu'ils ont accès aux nouvelles technologies, voilà. Donc, si tu n'as pas la lucidité de te dire autant, il faut que je sois à la hauteur, donc il faut aussi que je me replonge dans des formations, que je me mette à niveau. Voilà, tu vas pas être capable pas de rivaliser, mais de travailler aussi en harmonie avec les gens. Donc, c'est juste de se remettre en question tout le temps, en fait, et d'aller chercher ce que tu ne sais pas faire pour pouvoir progresser. On parle beaucoup de gross marketing ces derniers temps. Donc, c'est un peu ça. On fait beaucoup d'A/B testing, on teste. Oui, c'est un peu comme dans le sport, hein, finalement. Parce que c'est en essayant, en testant qu'on arrive à l'efficience de nos réalisations, quoi. Ouais, on est d'accord, il y a pas. Moi, ce que je dis, c'est que c'est pas une science exacte, hein, malheureusement, hein. Ça serait trop facile. Ça serait bien, hein, ça serait pratique, hein. Mais... Et oui, et en plus sur tout ce qui est digital, il faut arriver à dompter tous les algorithmes de chaque réseau social, essayer de comprendre comment ils fonctionnent. Voilà. Donc, en tout cas, si on veut faire des
comment dire, optimiser ses comptes sans forcément passer par les solutions payantes. Donc, Voilà, c'est non, ça. mais c'est vrai que c'est intéressant, hein, en tout cas. C'est intéressant de se plonger là-dedans. Ok, allez, on va parler de mental. Si tu devais le définir, le mot mental, tu le définirais comment? Le mental, moi, je définirais justement de toujours avoir envie d'avancer malgré les échecs et les obstacles qui sont sur ta route, hein, parce que c'est vrai que on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que moi, je suis une femme, je suis une mère aussi, j'ai eu 3 enfants. J'ai dû gérer à la fois ma vie de femme, ma vie de couple, ma vie de mère et de mes enfants, mon parcours professionnel. Donc, il faut avoir quand même des fois un sacré mental, hein. Il faut parfois cloisonner aussi, hein, pour pas se laisser déborder, mais aussi arriver à être présent sur tous les aspects. Alors, je dis pas que j'ai toujours réussi, hein, ça serait se mentir complètement. Je suis pas fière de tout ce que j'ai fait, d'avoir des fois pas sacrifié, mais mis de côté aussi la vie de famille parce que la vie professionnelle, c'est vrai que c'est épanouissant, hein, quand il faut partir sur un salon, partir en déplacement. Si tu as ton petit dernier qui est malade, tu fermes un peu les yeux, tu dis, ouf, c'est passé, hein, papa va gérer. Donc, mais voilà, le mental, c'est d'arriver justement à conjuguer tout ça pour avancer et puis être satisfaite de là où tu arrives. Bon, des fois, et de pouvoir te satisfaire de là où tu arrives, parce qu'il y a des fois, il faut effectivement mettre certaines choses de côté parce que tu peux pas y arriver de tous les aspects tout le temps à 100%, quoi. C'est pas possible. Est-ce que tu utilises la préparation mentale dans ton quotidien? Pas beaucoup, non, pour être honnête. Mais je pense qu'en fait, comme je disais, j'ai fait une classe prépa et je pense que j'ai développé mon mental au cours de ces 2 années de prépa qui étaient très difficiles parce que je n'étais pas douée, hein, naturellement, hein. Je suis quelqu'un de très travailleur, mais pas forcément. Voilà, je suis pas une enfant précoce, je suis pas douée, hein, j'ai besoin de travailler pour réussir. Et donc, j'ai appris beaucoup de techniques de travail et de concentration qui m'aident, je pense, au quotidien, quoi. Je suis capable de travailler même s'il y a du brouhaha ambiant, par exemple. J'arrive à cloisonner, fermer mes oreilles et j'arrive à avancer, à travailler. Voilà. Ok. Tout à l'heure, on parlait de confiance. Tu as dit que c'était un principal trait enfin, une de tes principales qualités, la confiance. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as réussi à la bâtir, ta confiance, à la construire? Alors, comme je disais, ouais, il y a la confiance en moi, parce que je, je m'auto-persuade que je vais y arriver et que de toute façon, je n'ai pas le choix, donc il faut que j'y arrive. Et, et une fois que je sais que je vais y arriver, en fait, tout en découle. En fait, j'ai l'impression que tout se met en place et que mon objectif, il devient concret et et j'arrive en fait à construire ce qu'il faut pour y arriver. Donc, en fait, ouais, je pense que ça part de l'auto-persuasion. Après, des fois, je dis pas que des fois, on me fixe des objectifs et je vais beaucoup râler parce que je dis, ah non, c'est pas possible, je vais pas y arriver, ça m'intéresse pas. Ouais. Donc, j'ai besoin de prendre du recul, hein. Je vais pas de suite te dire, OK, c'est bon, tu me dis, Caroline, tu vas faire ça demain. Je dis, alors, je vais d'abord beaucoup râler parce que je suis une râleuse, hein, quand même. Donc, je vais beaucoup râler, te dire, essayer de te dissuader. Et puis, jusqu'au moment où je vais l'intégrer et intégrer cet objectif dans mon parcours et me dire, OK, ça y est, celui-là, il est intégré, donc je vais mettre en place ce qu'il faut pour y arriver et j'arrive à construire le chemin qui va me permettre d'y arriver. Voilà, et après, donc ça, c'est la confiance en moi, et après, c'est la confiance envers les autres. C'est-à-dire que moi, j'aime bien, mais j'arrive à travailler avec les gens quand j'ai confiance en eux. Si j'ai pas confiance, c'est compliqué quand même, quoi. C'est très compliqué. Je peux vite devenir désagréable aussi. Ça, c'est un trait de caractère qui est pas top, hein, mais c'est vrai que si j'ai pas confiance dans l'équipe avec laquelle je travaille, ouais, je vais pas tout leur dire ou parce que ça va pas le faire. Donc voilà. Bon, c'est pas bien, hein, mais c'est vrai que la confiance pour moi, c'est quand même une part très importante dans ma vie au quotidien et dans mon travail. Mais... Ah bah oui, il y a la confiance en soi et puis la confiance envers son équipe. C'est vrai que c'est hyper important, quoi. Oui. C'est Quel rapport tu as par rapport au droit à l'erreur? Alors, moi, je suis la première à dire, alors ça aussi, je pense que je suis très honnête, c'est quand je commets des erreurs, je le dis. Parce que
Moi, c'est toujours faute avouée, faute à demi pardonnée. Bon, j'en ai commis une, d'ailleurs, hier. Et ce matin, j'avais mon manager au téléphone et je lui dis, au fait, je crois que j'ai fait une bourde hier, donc je t'explique. Voilà, il me dit, oh, bon, t'es pardonné. Je dis, ouais, mais je le lis parce que ça peut avoir un impact. Voilà, je t'explique parce que j'avais mal compris. Et j'estime que c'est, voilà, une fois que tu l'as expliqué, c'est vrai qu'on essaie de trouver des solutions pour que ça ne se reproduise plus, en fait, et peut-être parce qu'en fait, on n'a pas mis en place les choses qu'il fallait, hein, pour éviter que cette erreur se produise. Mais je préfère, moi, avouer mes propres erreurs et que les gens autour de moi avouent leurs erreurs plutôt que les camoufler et l'apprendre après, parce que c'est toujours malsain. Et puis, je te dis, si tu donnes, enfin, ça fait partie de la confiance, quoi. Dire, OK, j'ai commis une erreur, mais bon, ouais, voilà, on en parle. Voilà, bon, ben voilà, t'as commis une erreur. Enfin, franchement, la société n'est pas en péril pour autant, quoi. Il me semble. Enfin, voilà, donc c'est bon, on va trouver une solution et puis on fait front. Et puis moi, je préfère quand même que l'équipe, je dis, OK, si tu veux, au lieu de dire j'ai, on dit nous avons commis une erreur et puis voilà. Et puis on l'intègre pour l'équipe. On n'a pas besoin de mettre la responsabilité sur telle ou telle personne. C'est pas grave, quoi. Mais ça fait partie du parcours, de toute façon. Enfin, comme je dis, mon fils a eu un accident de voiture, il était au 36e dessous. Je dis, mais quand tu as appris à marcher, tu es bien tombé. Donc, tu t'es relevé. Je dis, ben là, tu as eu un accident de voiture, voilà, il faut se relever, il faut comprendre pourquoi tu l'as eu, et puis ça ne se reproduira plus. Voilà, il faut apprendre de ses erreurs, de toute façon, pour rebondir et se construire. Sinon, qui ne commet jamais d'erreur? Enfin, je connais personne qui n'a jamais commis d'erreur. Enfin, je sais pas, si? Tu en connais, toi? Non, moi, je ne connais pas trop. Voilà. Je ne connais pas. Non, mais de toute façon, dans tous les parcours, quel que soit l'environnement professionnel, que ce soit le sport ou autre chose, on va apprendre par les erreurs. Oui, oui. Puis je te dis, en plus, moi, le marketing, il y a beaucoup de tâtonnements aussi, même si on fait de la B-testing, des fois, on n'a pas le temps d'en faire, hein, déjà. Et puis, il y a des fois, on se dit, wow, ça a super bien fonctionné. Bon, on va essayer de comprendre aussi pourquoi ça a bien fonctionné pour remettre en place les mêmes recettes. Et quand ça a complètement foiré, on essaie de comprendre. Bon, des fois, on ne comprend pas, hein, d'ailleurs. On se dit, bon, zut, pourquoi? Mais on ne sait pas toujours. Hein. C'est vrai qu'on ne sait pas toujours pourquoi ça ne fonctionne pas, hein, non plus. Hein. Ouais, effectivement. Effectivement. Le regard des autres, est-ce que c'est quelque chose qui, au cours de ta carrière, a pu te poser des soucis? Et si oui, comment tu as su t'en détacher? Alors, oui, je pense que alors, oui, ça m'a posé des soucis, que ce soit le regard de père ou le regard de manager, effectivement. Alors, c'est pas toujours facile de s'en détacher, hein, parce que quand ça vient d'un manager aussi, c'est compliqué, hein, parce que c'est vrai que je le disais, quand tu commets une erreur, que tu l'avoues et que ton manager ne te pardonne pas ou t'enfonce ou comprend pas, c'est compliqué, quoi, de continuer d'avancer, hein, donc ça te remet quand même, ça te secoue pas mal. Après, quand c'est des gens, des collaborateurs ou des pairs, donc c'est vrai que ça peut faire mal aussi, hein, d'entendre dire, ouais, tu sais, j'ai entendu dire que, oui, ça fait mal aussi, hein, on est tous, on reste humain, hein, on reste humain, on a envie d'être apprécié, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, hein. C'est vrai qu'on a plus envie d'attirer les lauriers que se faire battre, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Est-ce qu'il est, selon toi, important de rester positive au quotidien? Oui, je crois que c'est important parce que quand on travaille dans une équipe, il y a des hauts et des bas, hein. Au cours des 3 dernières années, on ne peut pas dire que ça a été non plus facile. En fait, entre le Covid, le post-Covid, les collaborateurs qui étaient en Covid long, donc ou autres, c'est vrai que ça a été compliqué de rester positif, mais après si tout le monde amène aussi ses soucis au bureau, ça devient compliqué aussi, hein, parce que tu plombes quand même l'ambiance, hein, donc oui, je pense qu'il faut rester positif, tourner vers l'avenir et sur des jours meilleurs quand ça va pas, parce que sinon, à part s'enfoncer et puis plomber l'ambiance, tu peux pas faire grand-chose d'autre, quoi. Donc oui, il faut, oui. C'est pour moi, c'est important, mais c'est pas toujours facile, hein, quand même, hein. C'est vrai qu'il faut des fois trouver des ressources bien enfouies, hein, pour rester positif, hein. Oui, je pose souvent cette question parce qu'on parle beaucoup de psychologie positive et on parle beaucoup aussi de qualité de vie au travail. Oui. Et du coup,
je pense que c'est aussi important aussi de prendre, il y a le prendre soin et puis le fait de rester positif, ça aussi, ça, comment dire, ça véhicule une énergie qui peut aider les équipes à aller de l'avant aussi. Oui. Après, c'est pas toujours évident. Ça dépend aussi de ton environnement de travail. Nous, on a la chance, on a un environnement qui est sympathique, avec des collègues, on s'entend très bien. Voilà. Après, je te dis, si dans une équipe, il y en a deux ou trois qui commencent à plomber l'ambiance, t'as beau être positif, Ça peut être compliqué. C'est compliqué aussi, quoi. À parler de motivation, comment tu agis sur ta motivation au quotidien pour toujours garder le cap? Alors, c'est pas toujours évident, hein, parce que même si j'essaie de rester positive, c'est vrai que la motivation, moi, il y a des jours où t'es pas motivé, hein, faut pas se voiler la face, hein, hier, de reprendre le travail, j'étais pas forcément folle de joie et motivée, hein, voilà. Mais bon, après, je pense que ça s'entretient et une fois que tu te replonges dedans et que et que les sujets t'intéressent. C'est vrai que moi, j'ai la chance de faire un métier que j'adore, quoi, aussi. J'adore mon métier, j'adore le marketing, j'adore ma marque, j'adore Compex parce qu'on a des produits fabuleux. Et, et donc, les deux alliés, pour moi, sont très motivants parce que c'est vrai que on a de la chance de construire aussi, comme je disais, avec des athlètes, avec des partenaires et de pouvoir échanger. Et donc, ça joue beaucoup sur la motivation. Donc, moi, chaque fois, c'est ce que je me mets en tête en disant, OK, là, ce que je suis en train de faire, le projet final, c'est d'augmenter les ventes ou d'augmenter la visibilité sur mon site. Donc, si on y arrive, petit à petit, je serai contente d'y arriver. Donc, ouais, je pense que je puise ma motivation au fond de moi et avec tout ce qui m'entoure, en fait, dans mon quotidien, quoi. Ok. On va parler de la gestion des émotions. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé certainement, hein, je pense, hein, de connaître de la pression, du stress par rapport à un événement, par rapport à des objectifs à atteindre? Et si la réponse est oui, comment tu fais pour gérer cette pression? Est-ce que tu utilises des outils? Est-ce que tu as une méthode qui t'est bien propre à toi? Comment tu fais? Ça dépend, hein, parce qu'il y a du stress positif et du stress négatif, hein. Quand il y a du stress positif, ou par exemple, on a des délais courts à tenir, donc il y a pas de problème parce que quelque part, comme je te dis, moi je mets en place dans ma tête ou par écrit ou sur des outils, notre planning pour arriver à atteindre mes résultats. Quand c'est du stress négatif parce que on va te mettre la pression et mal placé ou parce que tu auras un manager, alors pas actuellement, mais j'en ai eu, hein, des managers qui vont à chaque fois descendre le travail que tu fais et ils seront jamais satisfaits. Et celui-là, je sais pas, non, j'avoue que celui-là, j'ai eu toujours beaucoup de mal à le gérer. Et donc voilà. Donc celui-là, je sais pas bien le gérer, le stress négatif, parce qu'il détruit et au lieu de construire et j'ai pas d'emprise dessus. Donc ce stress-là, je ne sais, non, j'avoue que moi, ça se traduit chez moi par je me bloque le dos. donc ça m'arrive. Ok, je comprends. Donc voilà. Donc l'expression d'avoir plein le dos. Voilà, double expression. Et alors on a la chance, nous, chez Compex, on a les outils pour. Donc quand je sens que ce stress-là arrive, parce que quand j'ai pas d'emprise sur le projet ou je sais que ce n'est pas uniquement lié à moi ou mon entourage ou mes collègues proches, on n'a pas les moyens de résoudre la problématique parce que ça nous dépasse. Mais là, ça devient du stress négatif parce que tu n'as pas d'emprise sur le travail, tu n'as pas d'emprise sur le projet. Et là, effectivement, c'est négatif parce que je vois pas l'issue du tunnel, je vois pas l'issue du projet puisque je n'ai pas d'emprise dessus. Et là, oui, c'est négatif. Et là, j'avoue que là, je sais pas faire face. Ok. On revient sur la concentration. Tu nous as dit tout à l'heure que c'était un élément sur lequel tu étais, tu avais des outils pour optimiser ça parce que tu avais su pendant tes 2 années de prépa. Du coup, donc comment tu fais pour optimiser ta concentration même quand il y a du bruit, quand il y a du monde? Je sais pas, mais je pense qu'en fait, je me concentre sur mon travail et j'arrive à éliminer le bruit ambiant, effectivement. Alors, je suis pas quelqu'un qui travaille du tout avec la musique, avec le casque rivé aux oreilles, avec de la musique. J'en ai pas besoin. Même quand je fais du sport, même quand je marche, c'est pas quelque chose dont j'ai besoin. Mais j'arrive à me couper du bruit en me concentrant sur mon travail. Je sais pas, c'est naturel. Et j'ai pas de technique particulière, en fait, hein.
En fait, tu te concentres parce que tu es vraiment focus sur l'objectif à atteindre, certainement. Oui, oui. Et du coup, ça te permet de pas avoir d'éléments parasites qui viennent te distraire. Alors, c'est marrant parce que j'arrive très bien au travail quand les enfants étaient petits. Par contre, le bruit ambiant, c'était... J'ai pas réussi forcément à appliquer les mêmes recettes au travail qu'avec dans mon Oui, avec les enfants petits, c'est plus compliqué. Hein. Oui. C'est plus compliqué. Parce que quand ils veulent quelque chose, ils savent comment l'obtenir. Oui, c'est sûr. Eux, ils connaissent bien le process A/B testing pour aller à l'objectif. Oui, Toujours garder en tête ça, parce que du coup, je trouve que ça sert aussi quand on est adulte. De pas oublier que pour aller à un objectif, il y a plusieurs chemins pour y aller. Oui, tout à fait. Mais bon, heureusement que j'ai pas des enfants au bureau. Hein. Une petite dernière. Il paraît que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses, Caroline? Ah, je sais pas. Parce que je pense qu'il faut savoir lâcher prise quand même aussi. Hein. Et justement, enfin, ce que je disais, c'est admettre aussi qu'on ne sait pas tout et qu'on a besoin aussi de formation ou de benchmarker ou d'aller, enfin, pour arriver aussi à ses fins, quoi. Donc, à construire quelque chose. Donc, je pense que le lâcher prise aussi, ça fait du bien aussi, hein, parce que si tu lâches jamais prise, enfin, il y a un moment où tu t'effondres. Hein, il faut savoir lâcher prise aussi. Moi, en tout cas, je pense que j'arrive à lâcher prise des fois, et puis pour laisser même échapper. Voilà, tu peux pas être concentré et motivé et toujours focus sur tes projets à 100%. Il y a un moment, tu es obligé de lâcher. Hein, sinon, bah, tu vis, tu rêves boulot tout le temps, quoi. C'est pas possible. C'est un peu de l'intermittent, en fait. C'est ça? Comme pour les sportifs. Tu donnes à fond, hop, une petite coupure, hop, tu repars à fond. C'est un peu de l'intermittent. Bah oui. Même sur une journée de travail, on le voit bien qu'il faut bien lâcher prise des fois, parce que sinon, tu peux pas être focus pendant 4 heures d'affilée. Hein. On sait très bien que la concentration, ça n'excède pas non plus un certain laps de temps. Hein. Il faut bien. Alors nous, on a la chance dans un bureau, de lâcher prise, de raconter des blagues ou d'aller se faire un café ou de. Ouais. Voilà, mais oui, on lâche prise assez souvent, quoi. Mais Caroline, on arrive à la fin de cette interview. Mais je te remercie en tout cas pour le temps que tu nous as accordé. Il est de tradition maintenant aussi dans le podcast de toujours laisser l'invité clôturer l'épisode par quelque chose qui lui tient à cœur, un message qu'il a envie de faire passer à l'ensemble du coup des auditeurs qui écouteront l'épisode. Du coup, la parole est à toi. Et puis si je sais pas, t'as pas une petite information croustillante un petit peu chez Compex, il y a pas un petit produit qui sort bientôt ou qui va nous, je sais pas, qui va nous permettre de nous détendre un peu, quoi. Non, j'ai pas d'informations croustillantes sur des nouveaux produits. Je suis désolée. Après, on n'a pas parlé, mais c'est vrai que ce sont des produits médicaux, donc qui ont des cycles de développement qui sont très longs. Puisque quand on dit produits médicaux, c'est-à-dire que toutes les fonctions qui sont présentées dans les produits sont validées par des études scientifiques qui sont réalisées par des laboratoires indépendants en fait à la société. Donc c'est toujours très long de développer des nouveaux produits médicaux. Hein. On l'a vu récemment avec les médicaments ou les vaccins. On n'a pas les mêmes budgets malheureusement. donc voilà, pas d'informations croustillantes, mais on a des gammes de produits qui conviennent à tout le monde, que vous soyez, je vous le disais, des sportifs de haut niveau ou juste quelqu'un qui souhaite soulager ses maux de dos ou raffermir sa sangle abdominale, on a des produits qui conviennent à tout le monde. Après, ce ne sont pas des solutions miracles. Hein. C'est comme le sport. Si on ne s'en sert pas, ça ne sert à rien. Effectivement. Voilà. Donc, acheter un Compex, mais il faut s'en servir, quoi. Pas le laisser au fond de son armoire. Franchement, oui, parce que c'est quand même un petit investissement, hein, il faut s'en servir pour l'amortir. Oui, c'est un investissement. Après, c'est un investissement, mais qui dure dans le temps. Hein. Nous, on reçoit toujours, vous savez, des produits qui ont 15-20 ans d'existence, hein, qui continuent de fonctionner. Donc, je ne suis pas sûre que ton iPhone, dans 3 ans, il soit toujours opérationnel. Donc, non. Donc, d'informations croustillantes sur Compex, non. Après, suivez-nous sur nos réseaux, vous verrez. Après, on est partenaire d'un grand nombre d'athlètes, hein, de beaux athlètes, voilà, qui ont des parcours aussi souvent atypiques. C'est vrai qu'on n'est pas forcément partenaire de l'équipe de France de foot, hein, mais on a des
on est dans des sports aussi un peu moins connus, mais avec des athlètes qui ont un fort mental, justement, hein, puisqu'ils allient, sont des athlètes professionnels, mais qui travaillent aussi en parallèle. Il ne faut pas oublier aussi que bon nombre d'athlètes professionnels ont un métier. Et donc, il faut donc, au niveau de la gestion de leur quotidien, c'est aussi c'est chapeau, quoi. Franchement, il faut être bien organisé. Hein. Ils ont besoin d'associer, ils n'ont pas le choix de toute façon. Hein. De toute façon, ils sont obligés de s'entraîner, d'aller travailler. Ouais. Donc c'est vrai que... Ok. Et du coup, si tu as un petit mot de la fin, puisque du coup, là, on a parlé un peu de Copex, tu aurais envie de dire quoi? C'est quoi qui te tient à cœur? Là, on est en début de l'année 2023, donc moi, ce qui me tient à cœur, c'est malheureusement, j'espère que la paix dans le monde, hein, donc on espère tous que le conflit en Ukraine va se terminer et qu'on pourra revivre des jours heureux et plus sereins, parce que c'est vrai que cette situation est insoutenable et dramatique et très inquiétante aussi pour notre monde actuel. C'est vrai. C'est vrai que le contexte géopolitique, il est pas topissime. Non, voilà. Ok, écoute, merci beaucoup Caroline pour ton temps. Et du coup, si vous voulez retrouver la gamme de produits Compex, vous pouvez aller sur le site de Compex. Ils sont sur les réseaux sociaux et puis comme tu disais, il y a de nombreux sportifs qui utilisent ces produits. Vous pouvez aller écouter Sissi Cusso qui était passée dans un épisode, qui est une athlète assez incroyable, comme Lara aussi, et puis plein d'autres. Merci beaucoup et puis encore merci, puis très belle année 2023. Merci. Au revoir. Au revoir. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test HomeSat pour évaluer tes qualités mentales.